Bonjour et bienvenue, c'est l'équipe rugby, le podcast qui parle rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour la rédaction de l'équipe. Bonjour. Cette semaine, on va jongler entre Top 14, plus que 2 journées avant la phase finale, et Champions Cup, plus que quelques dodos avant la demi du Racing. Après sa défaite à domicile contre Castres, on va se demander si La Rochelle ne nous ferait pas une petite crise de croissance. En deuxième thème, on restera en Top 14. Le top 14 et sa fin de saison traditionnelle avec ses impasses traditionnelles, ses équipes qui lâchent traditionnellement. Du coup, on se demandera s'il n'y aurait pas mieux à penser comme formule de championnat. Last but not least, comme disait Wabilis, on se penchera sur les demi-finales de Champions Cup, en particulier sur celle du Racing 92, et on va se demander si les Franciliens peuvent se débarrasser du Munster. On parle de tout ça avec les journalistes de la rubrique rugby de l'équipe. Arnaud Requena, bonjour Arnaud. Bonjour Christelle. Clément Dossin, bonjour Clem. Bonjour Cricri. Et Aurélien Bouisset, bonjour Aurélien. Salut Christelle. Et bien voilà, vous savez tout. Alors c'est parti, flexion, lié, jeu. Hier, Patrice Colazo, le coach de La Rochelle, est venu en conférence de presse d'après-match. Alors, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. Parce que c'était pareil depuis décembre en top 14. Alors, forcément, il n'est pas venu pour rien. D'autant qu'il est venu après une défaite à domicile contre Castres, adversaire direct pour l'accession à la phase finale. Et cette défaite boute les Rochelais des 6 qualifiés pour la dite phase finale. Aujourd'hui, ils sont 8e. Alors, c'est pas fini. Il reste 2 journées. Ils sont qu'à 1 point de Pau et à 3 de Castres. Mais cette défaite à la maison matérialise en quelque sorte ce que le coach renifle depuis longtemps, un manque d'investissement de son groupe. Alors déjà, qu'en temps normal, Patrice Colazo ne parle pas vraiment pour rien dire. Là, il a bien mis ses joueurs devant la responsabilité. Je pense que l'entraînement va être assez sympa cette semaine, ça va être fun. Il a parlé pendant 20 minutes, donc chers auditeurs, je vous conseille d'aller lire ces mots sur l'équipe.fr. Il y a quelques punchlines qui valent le clic. On y lit aussi qu'il refuse le terme de crise. Pourtant, je sais pas, ça peut ressembler à une petite crise de croissance quand même, comme tu disais Aurélien dans ton papier. On rappelle qu'il y a 5 ans, le Stade Rochelais était en D2. 2013-2014, ils étaient en D2. 2016-2017, ils étaient demi-finalistes de top 14. Donc ça fait peut-être que ça fait grandir un peu vite. Aurélien, toi qui étais à De Flandre, donc t'en penses quoi, ça, crise de croissance, crise tout court, faux pas Crise tout court, je crois pas, moi, parce que ils font quand même pas une mauvaise saison. La Rochelle, ils ont quand même atteint pour les quarts de finale de Coupe d'Europe pour leur première participation à la compétition. Ils continuent de grandir, c'est sûr, sauf que voilà, cette année, contrairement aux années précédentes, ils risquent de pas progresser dans leur évolution et de faire même un petit pas en arrière. C'est pour ça que ça fait crise de croissance plus que crise tout court, parce qu'ils ne sont pas largués non plus, quoi. Et c'est surtout l'ambiance qui était étrange hier. Le stade était un peu amorphe. Voilà, c'est toujours plein de Flandre, ça peut paraître bouillant, mais quand cette équipe marche moins bien, là on a senti qu'il n'y avait même pas trop d'allant non plus dans le public. Et sur le terrain, oui, il y avait quand même un sacré coup de mou après, dans les coulisses, Patrice Colazo a décrit. Ils encaissent 2 essais qui sont, je trouve, assez symptomatiques d'une équipe qui est pas bien, quoi. C'est-à-dire deux mecs qui font des exploits individuels en face, Toulou et Dumora, qui échappent à 1, 2, 3, 4, 12 plaquages. Donc ça donne quand même une idée d'une équipe qui a pourtant fondé sa force sur cette solidarité collective. Et là, on ne retrouve pas exactement ça. Moi, je me demande si finalement, dans un sens, et nous les premiers, on les a pas vus trop beaux, tout simplement. C'est une équipe qui... faut rappeler que c'est une équipe qui n'est pas encore... On peut pas encore en faire un favori assumé du top 14. C'est une équipe qui a atteint la demi-finale l'année dernière, qui était une surprise, qui développait un jeu ultra alléchant, qui a continué en début de saison sur les mêmes bases, jusqu'au coup d'arrêt du mois de décembre, et Arnaud y était... un match aux Wasps où rien n'a tourné rond, et depuis c'est une équipe qui est un peu rentrée dans le rang, qui est un peu plus lambda, j'ai envie de dire. On les a vus, comme tu dis, peut-être trop beaux, trop tôt. Je me souviens ici en décembre, on les faisait les champions La Rochelle champion d'Europe, ouais. Presque sans jouer, comme j'ai un peu de mémoire, que je me rappelle de ce que je dis, j'allais dire attention, les champions de décembre sont rarement ceux de mai. Et non, La Rochelle, ils ont
En fait, il paie un truc, je pense, c'est qu'il joue tous les matchs pour les gagner. Vraiment. Pas comme certains disent, on rentre sur le terrain pour gagner. Eux, ils ont vraiment joué tout pour gagner, ce qui demande une énergie folle, un turnover fou. Et quand vous avez des soldats qui tombent en route, il y en a moins. L'exigence reste à la même, et les mecs qui enchaînent les matchs, bon, c'est un peu plus compliqué, quoi. Parce qu'ils ont eu pas mal de blessés cette saison, quand même. Les 130 ou 140 kilos de Kovu, ils les ont plus depuis longtemps. Les arabesques de Lacroix, ils les ont pas. Ils ont plus les arrachages de ballons de Botia. Vito, je sais pas s'il est rincé, je sais pas, c'est plus Vito, quoi. C'est plus le même. Ça fait beaucoup. Ils n'ont pas de 10. Patrice Collazo a fait le choix de traverser la saison, fait le choix. Brock James n'a pas répondu aux attentes, il est tricard, et Ryan Lamb est de l'autre côté du congélo. Donc quand tu choisis de jouer toute la saison avec Senzel en 10, même avec toutes les qualités du joueur de rugby qu'il a, c'est un peu compliqué. Oui. Et on cherche toujours René Ranger, au fait. Je sais pas s'il est arrivé à Clermont, à La Rochelle, mais René Ranger... Il fait du paddle le lundi, du kayak de mer le mardi et... le rugby, non ? Le rugby, je sais pas. Et le jeudi et le vendredi, il retourne peut-être à Montpellier, où il se souvient pas qu'il a joué un jour non plus. Non, on en rigole, mais René Ranger est arrivé, All Black est arrivé en novembre ou décembre. Il a quasiment pas joué. Kerr Barlow, la doublure des Blacks à la mêlée, qui a 38 ou 40 sélections, il joue pas. Ou peu, moins que Balès. Alors on m'explique, Aurélien va me dire, il faut un buteur. Non, mais tu as tout dit dans ton c'est-à-dire que c'est la conséquence du choix du numéro 10, à mon sens. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas un 10 buteur avec Saint-Zel, donc il leur faut un buteur sur le terrain. Oui, mais tu peux avoir un arrière-buteur, un centre-buteur. Ils ont quand même improvisé dans des secteurs hyper clés cette saison. Ils perdent Zach Holmes, leur ouvreur australien qui est parti à Toulouse. Ils avaient recruté l'anglais Ryan Lamb, qui pouvait peut-être paraître assurer quelque chose, la succession. Mais après, voilà, ils ont fait des choix de titulariser Jérémy Saint-Zel, qui est plus un ailier à l'ouverture. Et Collazo a justifié ça notamment par ses qualités défensives. Donc quand vous choisissez un ouvreur, surtout parce qu'il plaque bien, c'est chelou, quoi. Ouais, c'est un très bon joueur de rugby, un très bon attaquant de rugby, mais c'est pas un stratège, quoi. Il sait pas jouer au pied. On l'a vu jouer au pied là. Il perd 3-4 fois. Hier, c'était hier, ouais, c'est hier. Mais on sent que c'est pas naturel chez lui. Et puis ça n'a pas été efficace. Donc à partir du moment où tu n'as plus ton ouvreur buteur, il te faut un buteur. Là, le seul, c'était Alexis Balès, qui, je le rappelle, a découvert qu'il était bon buteur à peu près par hasard cette année. Donc c'est quand tu vises le haut de tableau et que tu fais des paris comme ça sur le buteur et sur l'ouvreur, ça te fait un petit handicap. C'est marrant parce que je me souviens, Feu, notre consultant Jean-Baptiste Elissal, non, il n'est pas mort, pas plus que la semaine dernière, toujours pas, on arrête les bêtises. Non, mais Jean-Baptiste Elissal, en début de saison, on avait fait l'analyse du jeu Rochelet, notamment en Coupe d'Europe, en disant que c'était un jeu taillé pour la Coupe d'Europe. Et ce qui mettait beaucoup en avant, c'était ça, c'était cette suppléance, cette polyvalence du fait que des joueurs pouvaient, dans le système Rochelet, jouer alors à la fois à différents postes, on sait que c'est la grande marotte de Collazo, qui était aussi un roi des compos d'équipe intox. Et puis en cours de match, voilà, suppléer les uns les autres. Et finalement, on a le sentiment que ça se retourne un petit peu contre eux aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de... Non, ils te font buteur. Tu peux faire ce que tu veux, ils n'ont pas de joueurs identifiés forts à des postes ultra important, notamment sur la colonne vertébrale. Tu peux moins improviser sur un buteur quand même. Je pense au 9, donc voilà, 10, 15, ce sont des postes. Mori Valou aussi a été blessé, c'est un joueur important, où il manque de mecs clairement installés, on va dire. Ouais. Après, Kerr Barlow, franchement, je ne l'ai pas trop vu jouer à La Rochelle, mais s'il était 10 fois meilleur que Balès, même si Balès est buteur, il jouerait. Et il trouverait une autre solution. Il devait jouer hier, mais il s'est blessé à l'échauffement, et donc c'est Brock James qui a pris sa place sur le banc. Enfin, il devait être sur le banc, en tout cas, mais voilà, il n'a pas pu l'utiliser. Après, je veux revenir sur quelque chose. Vous dites, on les a vus trop beaux, mais on est souvent coupable de se planter dans nos pronostics, mais surtout, si on écoute Collazo, là, c'est eux-mêmes qui se sont vus trop beaux, en fait. C'est de ça dont il accuse ses joueurs. Il dit, pour reprendre ses mots hier, alors voilà, il était très calme, il partait pas dans les tours, mais les expressions qu'il utilisait étaient assez fortes, et il a dit il y a un état d'esprit disparate dans cette équipe. Il ne faut pas oublier que ce club s'est bâti sur l'humilité, et on a oublié qui on était.
Voilà. Donc c'était quand même un message fort sur un peu l'état d'esprit de ces joueurs. Et ça donne l'impression que c'est eux qui se sont vus trop beaux. On n'y est pour rien, nous, les journalistes. Il y a autre chose qui m'a interpellé, c'est quand il dit on m'explique beaucoup de choses. Alors le on ne sait pas trop à qui ça se rapporte. Maintenant, les explications, on arrête, c'est moi qui vais expliquer les choses. Comme si, voilà, certains joueurs, enfin je sais pas, c'est comme ça qu'on peut l'interpréter peut-être, avaient voulu discuter des choix ou imposer certaines vues, je sais pas. Je dis pas que ça donne l'idée d'une fracture, mais en tout cas peut-être d'une petite fissure. Et ici même, on avait évoqué un moment le management, je sais pas comment on peut le qualifier, de omnipotent peut-être de Collazo, qui veut tout gérer de A à Z, y compris dur, ouais, mais même voilà, affectif et dur, quoi. Ouais, mais tout gérer de A à Z, y compris la communication, etc., et que on s'était posé la question, on s'est dit combien de temps ça peut tenir. Et moi j'avais répondu, ça tiendra s'il y a des titres. S'il y a des titres, ouais. Et ils sont partis pour une saison sans titre, sauf s'ils se qualifient miraculeusement. Faut quand même dire qu'ils jouent, ils vont au Stade Toulousain la prochaine journée. C'est pas gagné. Ils reçoivent le Stade Français dans un dernier match qui n'aura peut-être déjà plus aucun enjeu. Donc voilà, il a été prolongé jusque quand, Collazo ? 2020 ? C'est 2002, non ? 2021, 2022 ? Il a du temps devant lui. Ouais. Il a du temps devant lui, mais bon, avec les mêmes joueurs. Tout le monde a été prolongé jusqu'à 2021-2022. Bah, c'est leur projet. Ouais. Mais ce qu'il disait d'intéressant aussi, justement, c'est je pense qu'on est un grand club, mais qu'on n'est pas une grande équipe. Et cette nuance, elle était importante parce que même si sportivement, La Rochelle risque de faire un pas en arrière par rapport à la saison prochaine, dans les coulisses, ils ont continué à grandir. Là, ils ont inauguré le mois dernier un centre d'entraînement ultra moderne qui a peut-être 2-3 équivalents en France. C'est Toulouse, c'est Clermont, c'est le Racing. Voilà. Mais voilà, ils sont dans le top 5. C'est un truc. J'ai vu des photos tout à l'heure. C'est un terrain couvert, c'est 2 piscines, enfin des bassins de récupération. Comment je l'ai visité. Ouais, donc il est même pas dans le top 5, il est dans le top 3. Celui de La Rochelle, clairement, ouais. Ouais, non, mais c'est impressionnant ce qu'ils ont fait. Et c'est pour ça qu'il dit on continue, on est un grand club, mais pas une grande équipe, parce que c'est comme si les joueurs n'avaient pas pris conscience de l'exigence qu'il fallait mettre après une bonne saison pour en réussir une seconde. Qu'est-ce qu'on vient faire dans ton papier là ? Qu'est-ce qu'on vient faire dans ce centre d'entraînement, quoi ? Voilà. Mais c'est marrant parce que c'est à peu près les mêmes mots qu'Azema avait utilisés quand ça a commencé à partir en quenouille à Clermont. Il a eu les mêmes mots sur faut que les joueurs savent ce qu'ils veulent faire de cette saison. Le Collazo a dit il faut qu'ils savent ce qu'ils veulent faire de cette fin de saison. Il avait parlé à Zema aussi de ce centre d'entraînement. Ouais, après, ça, c'est un truc de manager. J'ai l'impression que, soi-disant, c'est les joueurs qui doivent prendre leur savoir ce qu'ils veulent faire. Bon. Mais il dit ça et après, il dit c'est moi qui vais tout reprendre en main. Donc, ça sert à quoi de savoir si c'est le coach qui reprend en main ? Je sais pas. Enfin, c'est un peu de la communication. Clairement, c'est ça. Clairement, sa venue en conf de presse hier, elle est pas anodine et c'est clairement de la com, quoi. Enfin, de la com dirigée à son groupe, quoi. Alors qu'il peut leur parler directement, hein, mais bon. Oui, des fois, la presse sert donc à quelque chose. On est juste un véhicule, on passe des messages. Non, mais bon, il nous bat froid très souvent, mais là, il avait besoin de nous pour relayer un message, visiblement. Mais on aime ça, qu'on soit méchant avec nous. Allez, on passe au deuxième sujet. La semaine dernière, Clermont, qui ne jouait à peu près plus rien, sauf alignement miraculeux de Planète, s'était fait fesser cul nu par le Stade Français. Cette semaine, le Racing est allé à Toulouse avec une équipe à qui il ne sait pas faire injure, je pense, de l'appeler équipe B. Vu que les coachs avaient changé 11 joueurs par rapport au match contre Toulon la semaine précédente, et donc ils ont perdu 42-27. Idem pour Montpellier, qui est parti jouer à Toulon, enfin à Marseille, si ce n'est en tongue, en moins en débarteur, en faisant ce qu'on appelle pudiquement relancer des joueurs en manque de temps de jeu. En clair, en faisant tourner, donc en ne faisant pas de ce match une priorité. Défaite 32-7. Alors c'est pas nouveau, mais ça fait... 32-17, oui, j'ai oublié une lettre, au fait. Enfin, un chiffre. Par rapport au fait que c'est un 1. Alors, c'est pas nouveau, mais ça fait grincer des dents chaque fois. Quand la semaine dernière, Clermont prend 50 points par le Stade Français qui se bat contre Brive et Oyonnax pour le maintien, ça fait rire moyen par là-bas. Il y en a qui parlent carrément de championnat faussé. Alors, je sais pas, Arnaud, t'en penses quoi ? Par exemple, ces impasses, ces équipes qui lâchent, il est faussé le championnat, tu penses ? Ah ben, il est faussé depuis la première journée. D'accord. Des impasses, il y en avait à la troisième. Des impasses, il y en a eu à la troisième, à la quatrième journée. On a fait un grand dossier dans ce journal à ce moment-là. J'avais dit, si vous voulez, on va le faire tous les 15 jours, puisque ça sera tous les 15 jours. Et surtout, on le fera pendant le tournoi, parce que alors là, on bat des records.
d'ânerie. Non, il est pas. Alors, il faudrait se pencher pour voir. Mais tout ça s'équilibre. C'est comme les erreurs d'arbitrage. Franchement, alors Clermont est allé en tongue au Stade Français, mais Clermont était allé en tongue et en string à Mayol 15 jours avant. Ils en avaient pris 49. Pour un score ridicule. Alors les mecs qui affrontent Toulon, enfin qui sont à la lutte avec Toulon, vont dire ah oui, mais alors il y a eu Montpellier. Alors Clermont passe à côté de sa saison. Après Montpellier, il fait ce qu'il veut Montpellier. Montpellier il est qualifié. Et ce qu'il veut, c'est être champion de France. Donc il va aller avec l'équipe qu'il veut. Fabien Galtier, il aurait bien aimé faire la même chose à Pau, peut-être la dernière journée. Mais il le fera pas parce qu'il sera ou à peine qualifié ou il visera une meilleure place. Le Racing, ils ont une demi-finale de Coupe d'Europe à jouer. Ils font ce qu'ils veulent à Toulouse. Voilà. Ils ont les moyens de le faire. Montpellier s'est offert le droit de faire se les gagner. Une entre guillemets impasse. Arnaud, il a raison. Je me souviens, on avait fait ce dossier après, si je dis pas de bêtises, la 6e journée. Montpellier avait commencé la saison par 5 victoires consécutives et ils vont à Bordeaux. Ils font tourner et ils prennent 47-17. Et dans cette rédaction, il y a des gens qui s'en étaient étonnés. Quoi, le leader qu'on dit si fort prend... Ouais, mais c'est en fait consubstantiel à cette formule de championnat. Tant qu'on qualifiera, c'est ce que je disais à l'époque, je le redis, tant qu'on qualifiera quasiment la moitié du top 14 en phase finale, 6 sur 14, je sais pas, ça fait 42%, un truc comme ça, eh ben, on offre le droit à des clubs de perdre beaucoup de matchs et de se qualifier quand même. Regardez aujourd'hui, le 6e, il a 10 défaites. Donc une défaite dans ce top 14 n'est pas rédhibitoire. Pas plus que 2, pas plus que 3, pas plus que 4. Donc les clubs, ils font des arbitrages. On ne peut pas jouer toute une saison avec 30 mecs, c'est pas possible. Donc ils font tourner et on ne peut pas leur en vouloir. Ou alors, et on peut se poser la question, on change la formule. Surtout les équipes qui jouent la Coupe d'Europe. Ouais. Clairement, là, ils ont fait des sorties à vide. Mais on peut pas leur reprocher. Au moins, ils ont joué la Coupe d'Europe. Ils avaient 200 blessés. Non, mais au moins, ils ont joué la Coupe d'Europe. Ah oui, ça c'est sûr. Après, bon, la saison est ratée, elle est ratée. Moi, je pense que déjà, si on ne qualifiait que 4 clubs, comme c'était le cas avant 2009, 4 clubs sur 14, on verrait déjà peut-être un petit peu moins d'impasse. Il y a Franck Azema, lui, au moment où ça allait très mal à Clermont, cette saison, il disait clairement, si on peut changer de formule, moi je suis d'accord. C'est parce que voilà, l'entraîneur d'un club comme Clermont, qui a été champion de France, est prêt à passer à autre chose parce qu'il sent que ça épuise son effectif, parce qu'il sait que c'est pas possible de jouer il y a combien de matchs de saison régulière, 26 matchs de saison régulière à fond. Voilà, le problème, il est la seule solution en tout cas, elle serait là à changer la formule. Alors, une phase finale plus courte ou pas de phase finale il faut changer le calendrier, il faut changer tellement de choses. Un top 12 qui est une idée qui revient beaucoup aussi. Tu commences la saison dernière avec, mettons, Clermont avait sur la liste des protégés de l'équipe de France 9 joueurs, je crois, de mémoire, à peu près. Toulon en avait 4, Machin en avait 4. Tu commences la première journée, tes meilleurs joueurs potentiels n'ont pas le droit de jouer. Ben, il est faussé, à la première journée, il est faussé le championnat. T'as même pas le choix. Azema, il n'a pas eu le choix de mettre Tartampion ou Machin, il pouvait pas jouer. C'est pour ça, c'est du rugby, quoi. C'est le rugby dans son calendrier débile. Avec ses doublons débiles. Alors, si tu veux que la France affronte la Nouvelle-Zélande avec la meilleure équipe le 10 juin, ben, il faut que des équipes qualifiées en finale fassent l'impasse. Et que leurs meilleurs joueurs français... Ah non, mais... t'as raison. Jouer avec la sélection nationale. Après, c'est pas franco-français, hein, les impasses. Ce week-end, dans l'XL Top 14, les Scarlets en ont pris 50 à Édimbourg parce qu'ils faisaient tourner avant leur demi-finale de... Oui, tu peux pas jouer 3 fois par semaine. Tu joues une fois par semaine et c'est déjà beaucoup. Non, mais voilà, c'est lié à l'essence même du sport, à la violence. On n'arrête pas de faire des dossiers. Il y a des commotions, il y a des ci, il y a des là, et on voudrait qu'ils jouent tous les 2 jours. Après, il ne faut peut-être pas non plus s'étonner que les stades se vident si les mecs viennent payer leur place et qu'on les prend pour des jambons. Non, mais il y a peut-être des affluences moins spectaculaires qu'il y a quelques années. Et peut-être aussi les diffuseurs télé sont pas forcément non plus ravis de présenter un match du dimanche soir à 21h. C'est difficile de vendre des chocs entre guillemets quand l'une des 2 équipes n'y va pas avec toutes ses armes. Mais encore une fois, on peut pas incriminer les clubs qui font ou les entraîneurs qui font ces choix-là, quoi. Montpellier, ils ont 10 000 raisons de faire l'impasse à Toulon. Déjà, ne pas montrer tout ce qu'ils savent faire à un potentiel futur adversaire de phase finale.
reposer des mecs, Enfin, reposer, ils vont pas jouer la Coupe d'Europe ce week-end. Ah oui, non, mais c'est Montpellier, sûr, ils vont mais se reposer. Après, ils te disent que s'ils jouent pas pendant 15 jours, il manque de rythme. Ouais, mais ça, Et là, c'est ils pour vont le pas prochain jouer sujet pendant- de podcast. Ok. Attends, brûle pas toutes nos cartouches, Après, s'il te plaît. si Montpellier avait été sûr le week-end dernier de dire bon, on va faire passer Toulon par la fenêtre. D'ailleurs, ne pas prendre le truc d'Aurélien, on va cacher notre jeu. Non, tu vas pas le cacher, tu vas montrer ton jeu, mais Et tu vas les tu éliminer. vas les éliminer. Ça, c'est ce qui Mais est-ce arrive que à t'es Clermont. Mais est-ce que tu es sûr du coup? T'es pas sur ton coup. Castres, s'il est allé quasiment éliminer La Rochelle, c'est pas pour éliminer un concurrent, c'est pour rester en vie. Donc lui, aucun truc à faire l'impasse. Aucun intérêt à faire l'impasse. C'est très compliqué. Clermont, traditionnellement, il recevait des gros qui faisaient aussi l'impasse en allant à Clermont en se disant bon, allez, on va pas batailler ce match-là. Cette année, ils étaient tellement à la masse Prenable. Ouais. que au contraire, cette fois, tous les gros sont le venus monde là-bas venait pour les jouer, taper ouais. et les écarter le plus tôt possible. Voilà, donc bon, ça aboutit à une situation inverse, mais dans l'absolu, on peut plus trop les blâmer de ces impasses ou de de faire tourner les effectifs comme ça. C'est dans les mœurs. Ils n'ont pas d'autre solution. Même avec moins de matchs, je pense que ça aurait... Allez, tu tomberais un top 12, tu aurais les mêmes contraintes. Parce que Oui, tu mais gagnerais- moins, tu quand même. gagnerais Pour moi, pas c'est le beaucoup. nombre. C'est le nombre de qualifiés qui va déterminer ça. C'est-à-dire que si tu resserres la phase finale, t'as moins justement, tu vois, t'as moins le surtout loisir de lâcher des matchs. Surtout quoi. en fin de saison. En fin de saison, où normalement, si tu peux calculer en fin de saison, c'est plus gênant, quoi, comme c'est en train de se passer maintenant. Mais bon, c'est parce qu'il y a 6 qualifiés. Ouais. Mais on va rester très fataliste et changer de sujet. Passer à la Coupe d'Europe. Dimanche 16h15 au stade Chabandelmas. C'est ça, à Bordeaux, oui. Le Racing 92 reçoit les Irlandais du Munster, un Racing qui est monté en puissance, un Racing qui impressionne, et pas seulement parce que Beyoncé et Jay-Z vont venir s'entraîner au même endroit que Machno et Andreux. Bref, le Racing reçoit le Munster, son jeu d'avance, son jeu d'occupation, son public aussi, l'impressionnante Red Army. 2 mots sur le Munster. Tu as demandé qui était Beyoncé, Arnaud ou... Non. Non, il s'intéresse davantage à l'arbitre de la rencontre qu'à Ah, Beyoncé. d'accord, ok. Beyoncé, il connaît tous les tubes. Ouais. Peut-être Beyoncé qui arbitre, d'ailleurs. Ouais. Mais est-ce qu'elle fait aussi bien que Christelle? Ça, c'est pas sûr. Au micro, ouais. Ouais, j'ai un beau petit grain de voix. Tu tiens bien ton Beyoncé, ouais. Ouais, pas mal. Donc le Munster, franchise irlandaise qui évolue en Pro 14. Le Pro 14, c'est l'ancienne Ligue Celt, donc avec des équipes écossaises, galloises et écossaises. Italienne. Mais la Ligue, Irlandaise. oui, mais la Ligue, j'ai oublié les Irlandais. Oui, Oui. Irlandais, Écossais, Gallois, Écossais. Une Ligue Celt mondialisée puisqu'il y a aussi des clubs italiens et des clubs et sud-africains. Sud-africains, c'est les 2 franchises qui se sont fait éjecter du Super Rugby cette saison. Le Munster a donc préparé sa demi en disputant 2 matchs en Afrique du Sud. Eux aussi, comme leurs adversaires de ce week-end, ils ont fait tourner leur effectif en vue de la demi avec 10 changements, mais eux, ils ont gagné chez les Cheetahs, c'est à Bloemfontein, je crois. Tout à fait. Que ça joue. Ils ont gagné 17-19. J'ai vu des photos de leur séjour là-bas, ils avaient l'air bien au soleil. Ça faisait un peu stage de formation et tout. Stage de cohésion en plein stage milieu de de la cohésion, comme le faisait. D'ailleurs, Clermont faisait ça à cette époque de l'année, à une époque où ils gagnaient des matchs. Ouais. Les Saracens aussi. Cette fois, c'était en jouant des matchs. C'est tout bénef pour eux. Ils étaient loin de la pression. Ils se dépaysaient un peu. Ils ont gagné. Ils ont fait tourner. Bien joué. Et donc, il faut les craindre, évidemment. Le Munster c'est Munstermen. Ah oui, Toujours. toujours. C'est une équipe redoutable. J'aimais bien ce que disaient les Toulonnais avant le quart de finale. C'est-à-dire, on sait exactement comment ils vont jouer. Il n'y a aucune surprise à en attendre. Et malgré tout, c'est hyper difficile à enrayer, quoi. C'est vrai que c'est... Donc, ils jouent devant, ils occupent. Ouais, ils jouent devant, et puis effectivement, ils ont... Peut-être moins qu'à une époque, quand même. Ouais, un c'est- petit peu moins, ouais, mais ils ont un peu quand surtout un numéro 9 qui est Oui. vraisemblablement aujourd'hui le tout meilleur au monde. Parce que je crois que paradoxalement, dans le pack de l'équipe d'Irlande, maintenant, il y a plus de joueurs du Leinster possible, que du Munster. Mais bon, c'est comme tu dis, Conor Murray, Conor c'est le Murray, boss. c'est C'est le lui, patron. c'est lui qui passe la pénalité à la fin, qui Voilà, les là, fait il a gagner. marqué une pénalité. Alors, c'est pas, 50 on le connaît mètres, pas hein. trop forcément toujours dans ce registre de buteur, mais surtout, voilà, il a un jeu au pied démoniaque derrière son paquet d'avant. Il occupe le terrain. Il joue au sifflet de l'arbitre, celle qui lui permet de marquer des essais en quart de finale. Voilà, Face à Toulon. il connaît Il connaît la les règle. règles. C'est dingue, hein, un joueur de rugby qui connaît les règles, c'est rare. Hein. Et donc oui, ça va être un match monumental pour le Racing, mais rappelons qu'il les avait en poule.
et qu'ils avaient gagné. Ils avaient fait très bonne figure. Partout, ils avaient fait très bonne figure au Munster. Je me souviens, c'est sur un coup du sort, ils sont battus quand Machno. Il y a 0-0 jusqu'à l'heure de jeu presque. Et Machno est contré par Conor Murray derrière un ruck et ça fait tourner le match. Et au retour, il leur avait mis quand même une belle. Enfin, ça a été un beau match à la U Arena en janvier. Donc, ils se rencontrent tous les ans là quand même en phase de poule de Coupe d'Europe ces 2-3 dernières années. Et puis ils sont presque liés par une histoire qui va au-delà du rugby puisque leur entraîneur emblématique Anthony Foley a trouvé la mort dans sa chambre d'hôtel francilienne juste avant un match de Coupe d'Europe. Il y a 1 an et demi, quelque chose comme ça. Oui, octobre 2016. Ouais. Donc voilà, ils sont très. Et puis des joueurs du Munster vont passer au Racing la saison prochaine, comme Simon Zibo. Il y a déjà Donna Karayan qui est arrivé cette saison en provenance du Munster. Ils avaient Ronan O'Gara côté Racing qui a fait toute sa carrière là-bas. Donc c'est deux équipes qui se connaissent parfaitement ces derniers temps. Donc il faut carrément les craindre. Puis je pense qu'il y aura plus de supporters du Munster que de supporters du Racing. Sur terre, il y a plus de supporters du Munster. Oui, sur terre, oui, ça c'est du Racing. Après, et à Bordeaux aussi. Après, si vous payez des figurants pour aller au Parc Lescure, vous pouvez. T'appelles ça Parc Lescure, toi, la vieille école. Toujours, moi, la vieille école. Ouais. Je suis allé plus au Parc Lescure aussi qu'à Chaban. Hein. Tu as dit en introduction, Christelle, ils reçoivent le Munster à Bordeaux. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Oui, ça se joue en France. J'ai cru lire que les grèves SNCF posaient un problème pour acheminer la ciel et blanche army du Racing 92 jusqu'à Bordeaux, que du coup ils allaient devoir descendre en avion, donc amener moins de supporters, blablabla. Je pense qu'il est relou parce que le dimanche il y a des trains, mais le lundi. Le point SNCF d'Aurélien Bouisset. Nous qui avons dû planifier notre déplacement là-bas, ça a été assez galère. Et effectivement, il n'y a pas de train de retour le lundi. Après, pour revenir aux sportifs, moi je crois le Racing tout à fait capable de battre cette équipe. Hein. Tu l'as dit, ils ont fait largement tourner. Donc il y a 10 mecs ou 12 titulaires en puissance qui étaient remplaçants, qui étaient même pas alignés, qui n'ont même pas fait le voyage à Toulouse. 13, non, si 12-13. Ouais. Et c'est quand même une écurie qui, le Racing aujourd'hui, est ultra complète, qui je pense à force de fréquenter les phases finales et du top 14 et de la Coupe d'Europe ces dernières saisons, à de la bouteille, c'est gérer ces moments-là. Moi, je mettrais une bonne pièce quand même sur le Racing. Ils maîtrisent très bien ce qu'ils font sur le terrain, le Racing. Je les ai vus jouer le quart de finale contre Clermont. Bon, ils ont été secoués pendant 20 minutes, ils s'y attendaient. Ils ont pris le choc et après, ils ont méthodiquement laminé physiquement les Clermontois et construit des essais. J'ai vu le match où ils souffrent aussi contre Toulon à la maison. Leur système défensif, quand tout le monde est concerné, faut le contourner, il faut l'affronter. Donc, ils ont en plus fini par trouver la bonne combinaison en mettant Pat Lambie à l'ouverture après avoir pas mal tâtonné sur ce poste. Ça reste une interrogation. Hein. Est-ce que pour un match coup près comme celui-là, sachant qu'il est revenu en forme, ils vont se priver de Dan Carter? C'est pas rien quand même comme choix. Ils peuvent aussi associer les deux. Mettre Carter à l'ouverture et Lambie à l'arrière. Ouais, plutôt à l'arrière. J'y crois pas trop au centre parce que Chavancy, Vakatawa, c'est assez installé maintenant. Et puis finalement, l'arrière, c'est peut-être le poste actuellement où il présente le moins de garanties. Brice Dulin est blessé, forfait pour la saison. C'est le jeune Louis Dupichot qui joue censément comme titulaire. C'est un bon joueur, mais on sent quand même qu'il y a une marge. Et sinon, c'est Juan Imhoff, dont tu sens qu'il n'a pas envie d'y jouer arrière. Donc voilà, c'est le point d'interrogation, je pense. Ce serait plutôt une surprise que Carter joue, non? Ce serait ça la vraie surprise. Dans l'état actuel des choses, oui. Le seul intérêt, c'est que le Racing entretienne le doute jusqu'à dimanche pour filer la pétoche au Munsterman, mais qui ne doivent pas avoir peur du tout, de toute façon. Non, mais voilà, la surprise, c'est qu'il joue. Oui, mais ce qui ne serait pas surprenant, c'est qu'il joue à un moment ou un autre du match, parce qu'il sera contre Clermont, il a été capital sur son entrée en jeu, quoi, en faisant pas grand-chose de dingue, mais bon.
C'est en deux passes. Dan Carter. Mais après, peut-être que Carter n'a plus qu'une demi-heure de très haut niveau dans les pattes. Ce qui est déjà pas mal. Ce hein. qui est déjà très bien. On n'a jamais eu ça. Avant nous, qu'il rentre à de Clermont, Clermont. on disait qu'il avait 0 minutes. Oui, bah déjà, Ouais, il en a il gagné a 10. prouvé Il en a qu'il gagné avait 10 à fait Clermont, 20 la semaine dernière. Il monte petit à petit en régime. Flagellez-vous. Enfin, hier à Toulouse, le meilleur ouvreur que j'ai vu, c'était quand même Rémi Thalès, hein, ce bon vieux Montois qui rentre et qui permet au Racing de tréfler le bonus Non, offensif. ce sera peut-être Rémi Thalès. Non, je crois pas non plus. Ou Benjamin Dambiel non plus. Non, pas possible. Un tout dernier mot pour annoncer une autre demi, celle de Challenge Cup. Il y a encore un représentant français. Il y a... Cardiff Pau. Voilà, Cardiff Pau. On en dit un mot, on n'en dit pas de mot. Si on en dit juste un mot, c'est que Pau, ils vont à Cardiff. Pau va lui aussi peut-être rater le train de la phase finale. Et donc ils ont... Bon, de toute façon, je pense qu'il l'aurait joué à fond quoi qu'il arrive, mais il faut qu'il la joue à fond. Parce qu'au bout, il y a une place en Coupe d'Europe à aller chercher. Mais De toute façon, il y a un titre à aller chercher. C'est pas un titre qui est minable. Hein. Parlez-en au Stade Français l'année dernière, ils étaient contents d'avoir gagné cette compétition. Ils sont pas hors course pour la phase finale. Non, mais bon, ils se sont 14, quand même sacrément compliqué le scénario en perdant contre Agen à domicile ce week-end. Là, le vainqueur du challenge européen est qualifié pour la Coupe d'Europe. Donc ça leur permet un peu d'avoir une seconde chance au grattage. D'accrocher la grosse Et Coupe comme d'Europe. ça, pour faire plaisir à Christelle, pour aller faire l'impasse à Montpellier la semaine suivante. Puis contre Toulon chez lui. Non, ça non, mais il peut jouer le coup à fond à Cardiff, puis envoyer des mecs en béret à Montpellier et jouer et essayer de s'accrocher au branches. C'est loin le Pays Basque de Pau. Parce que la finale. Oui, en plus, c'est vrai, la finale est pas très loin de chez Bilbao. Ouais. Ça peut être un objectif aussi. Ouais. Pas très loin, non. Raisonnablement loin. 250 km. Oui, c'est un derby, quoi. C'est chez eux. Avant de vous laisser aller faire le journal de demain, messieurs, je vous demande juste votre pronostic pour le Racing Munster. Arnaud. Aucune idée. 22-17 Racing. Non. Alors, Clément, 22-17 Racing. Aurélien. Allez, juste Racing parce que c'est son objectif de la saison. Oui, mais il faut un score. Il faudrait un score quand même. Aucune idée. Expertise. Aucune idie. Donne plutôt ton pronostic pour la demi-finale, 17-12, le barrage de Pro D2 de Mont-de-Marsan. 17-16. Mont-de-Marsan, barrage de Pro D2. Oh, on va leur marcher dessus. Ça, au moins, ça vient du cœur. C'est pas Viterrois. Moi, je vais dire le Munster qui va gagner. Ils vont gagner 22-16. Ah oui, comme Aurélien, moi. Et tu peux pas changer, moi je dis le Munster a gagné. Aussi, comme Je Aurélien. voulais pas passer pour Et le même score aussi, c'est ça? Pas loin, ouais. Ouais, pas loin. C'est précis, c'est bien. Et dans l'autre, demi-finale, on ne demande pas. Ah oui, le Leinster Scarlets. Le Leinster Scarlets, l'autre demi, vous voyez passer qui? Moi, je change pas une équipe qui gagne, les Scarlets. Ah bon? Et je l'avais déjà dit à mon dernier passage. Moi, c'est pas que je vois, c'est que je veux que les Scarlets gagnent. Ah bon? Ouais, je les aime bien, ils sont sympas. Moi aussi, ils sont sympas. Il y a Stephen Jones, il y a des joueurs marrants. Ils ont un stade super. On les connaît pas, ils ont un stade où avec il y a des poils au sommet des poteaux, des poils à frire qui sont accrochés au sommet des poteaux. Ah oui, bah oui. Et puis il y a rien que pour ça, ils méritent de gagner. Hein. C'est vrai, moi je suis original comme truc. Et toi, Clément? Non, victoire du Leinster. Oh là là, quel conservateur. Mais ça va être un super match. Fred Bernès sert de ce corps. Ça va être un super match, nous dit le vendeur d'aspirateurs. Que personne ne va voir. À l'avance. Ah bon? C'est sur Beansport 280, non? Je ne sais pas, j'ai pas vérifié. Merci messieurs pour cet excellent podcast. C'était l'équipe Rugby le podcast, une émission de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui j'étais avec Arnaud Requena, Clément Dessin, Aurélien Bouisset. Merci à Jules Cros à la technique. Retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr, Apple Podcast, SoundCloud. N'hésitez pas à réagir. Laissez-nous des commentaires. À la semaine prochaine.